Nouvelle vidéo de Sofiane qui est sortie le 10 hier. Les détails cachés de Harry Potter. À l'intro de Harry Potter. J'adore. Vous verrez qu'elle devient de plus en plus sombre de film en film, ce qui symbolise l'emprise de Voldemort de plus en plus importante sur le monde des sorciers. Voldemort crédité au générique comme celui dont on ne doit pas prononcer le nom dans le premier Harry Potter. Harry Potter, ça a presque 30 ans. C'est un phénomène culturel comme le monde en a quasiment jamais connu. Dommage, j'ai jamais Harry Potter, continué. c'est mon enfance et sans doute Les celle de animaux beaucoup de fantastiques, monde. c'est C'est aussi éclaté. 10 ans de film, un mastodonte du cinéma fabriqué avec amour et un soin du détail tout particulier. Ce soin du détail, on le remarque dès le début des années 2000 avec le premier épisode Harry Potter à l'école des Incroyable, sorciers, le premier, il est réalisé tellement par nostalgique. Chris Columbus. Mais avant d'entrer dans les détails cachés du film, sachez que cette vidéo est sponsorisée par Oli. Et ils ont leur place ici en l'eau et utilisent une carte. Et surtout pour les déchets. Alors pour découvrir tous ces petits armes dans votre premier code promo, c'est 10% sur toutes vos commandes. J'ai fait une longue Voilà, chanson. essayez Oli, vous allez aimer, lien en description comme d'hab. Et nous, on continue avec les détails cachés de Harry Potter et on attaque par l'école des sorciers. C'est dans ce premier film que Harry ne lance pas un seul sort. Pas un seul. Il y a une fois vite fait où il tente un Wingardium Leviosa, mais on va dire que Les vas-y, vieux, ça ça, compte pas. pas des vieux, ça. Il s'entraîne et le sort n'est même pas parti. Chris Columbus, c'est le réalisateur de Maman j'ai raté l'avion, Maman j'ai encore raté l'avion, Madame Doubtfire, que des films familiaux calibrés pour cartonner. Alors c'est pas étonnant que la Warner lui ait fait confiance pour lancer la saga Harry Potter au cinéma. Columbus, c'est une valeur sûre. One of the most exciting things about these films would be to see the same cast throughout the 7 films and to see them grow throughout their years at Hogwarts. Et sur Harry Potter à l'école des sorciers, le réalisateur s'amuse à cacher des indices sur la suite de l'histoire. Quand Harry arrive au zoo, on peut y voir un groupe d'élèves habillés en vert émeraude en train de sortir du vivarium. Et ben ça annonce l'arrivée des Serpentards. Regardez d'où ils sortent. Reptile House, la maison des reptiles. Eh oui, joli détail dès le début du film. Ils sont Et quand forts. Harry est encore une mère, Ça, tu les vois, c'est quand il est après, martyrisé par avec son cousin, l'expérience, avec quand les, il dort dans un quand t'es placard, adulte ou quand son quoi. oncle et sa tante le considèrent comme un parasite, Quand t'es enfant, tu regardes des films, il y a trop de détails que tu zappes. eh bien tout ça est mis à l'avant au premier plan dans le film, mais aussi au second, juste ici. La tante Pétunia, elle est pas en train de cuisiner un bon repas, non, non. Elle est en train de teindre les vieux uniformes de Dudley. Et pour qui ? Pour Harry, le parasite qui ne mérite même pas ses propres habits. Et c'est un détail qui est cité dans les livres, qui a aussi sa scène coupée, mais qui nous offre là dans le film final, un joli détail caché. Sur cette adaptation, Chris C'est une Columbus, scène vraiment, coupée. ça a été un roi. Parce qu'en plus d'avoir fait exister visuellement le livre, il s'est permis des petits trèfles. Cette séquence où les lettres de Poudlard envahissent le salon des Dursley par la cheminée, c'est un shoot-out direct à une scène des oiseaux d'Alfred Hitchcock. Chris Columbus en est fan. Et Columbus, il aime bien nous induire en erreur. Pendant la cérémonie de répartition, quand la cicatrice de Harry commence à le brûler, le film veut nous faire croire que c'est à cause de Rogue. Mais si vous regardez attentivement à droite, vous verrez que Quirrell tourne le dos à Harry. Et si Quirrell tourne le dos à Harry, c'est que, alors attention spoil, mais bon si vous êtes là c'est que vous avez vu Harry Potter. Ah, il y a Sinon, pas de vous spoil. êtes- sinon vous êtes bizarre. Si Quirrell tourne le dos à Harry, c'est que Voldemort lui fait face. C'est donc Voldemort qui est la cause de la douleur ressentie par Harry, et pas Quirrell, et encore moins Rogue. Faut Dans la quand même même dire séquence, spoil en on peut voir 2024. quoi. Nigel Anstey. Ce gars, c'est le vrai grand-père de Tom Felton, le jeune acteur qui joue Drago Malfoy. Ah Eh bien, oui. son vrai grand-père, là, c'est un professeur figurant. Et l'élève qu'on voit ici, Suzanne Bones, elle est jouée par Eleanor Columbus, la fille du réalisateur. Son autre fille, Violette, elle apparaît dans un tableau, celui de la jeune fille à fleurs, juste là. C'est trop bien, il se régale, Chris. Ce premier film, il sert surtout à nous introduire aux spécificités du monde Ouais. magique. Il sert à planter le décor. C'est là qu'on retrouve les fameux échecs. Juste ici, Ron et Harry se font une petite partie. C'est pas juste une scène sympa pour apporter un peu de matière au lore, non, non. Cette partie d'échecs, elle annonce la scène culte de l'échiquier géant du troisième On acte. peut pas le En savoir. plus de montrer que Ron En vrai. sait jouer aux échecs. Va en D5. En vrai, on peut pas le savoir ça. Elle annonce rien. En vrai, Allez, vu que les échecs Parce sont qu'on ne un sait pas. sport, restons dans parce qu'on le ne le sport. sait pas. Quand Harry a peur de ne pas être à la hauteur au Quidditch, Mais je n'ai jamais joué au Quidditch. Et si je me rends ridicule, t'imagines? Non, tu ne te rendras pas ridicule. Hermione l'emmène dans la salle des trophées pour lui montrer la récompense obtenue par son père quand il était attrapeur, en mode t'as ça dans le sang toi aussi frérot, ton père c'est CR7. Alors là c'est un petit festival d'easter egg, allons-y. Sur la droite, on peut voir une récompense attribuée à un certain M.J. McGonagall. Alors probable que Oh. ce soit un joueur de la famille de la directrice de Gryffondor. Oui. Certains disent même que ça pourrait être elle qui était joueuse de Quidditch. Malheureusement non parce que la plaque Oui, indique qu'il y a des refs, 1971. À cette époque, McGonagall est déjà professeure à Poudlard. Et aussi, elle s'appelle Minerva McGonagall, elle n'a pas de deuxième prénom. Et le G qu'on peut voir ici est bien là pour indiquer qu'il ne s'agit pas d'elle, mais probablement d'un parent.
Voilà, et on en profite pour lui souhaiter de reposer en paix, Maggie Smith. Alors, tout à Ah ouais, droite, décédé on a une plaque récemment, décernée non pour service rendu à l'école. C'est la plaque que reçoit Tom Jedusor, Voldemort, quoi, quand il était élève à Poudlard. Bon, cette plaque, il ne la reçoit que dans les livres. Et ça, c'est un élément qui prendra de l'importance dans la Chambre des Secrets dont on va parler dans cette vidéo. Juste à gauche, on peut lire R.J.H. King. Cette fois, c'est un clin d'œil au directeur artistique du film, John King. Voilà, en un plan, il y a eu 3 easter eggs. Merci beaucoup, Chris. Maintenant, sur le miroir du Reset, il y a aussi un détail caché. Un détail qui prédit bien à quoi sert le miroir. Alors c'est écrit à l'envers et en anglais, mais c'est bien là. C'est écrit « Je ne montre pas ton visage, mais ce que ton cœur désire ». Dans cette vidéo, on va dire qu'un détail caché, ça peut aussi être une erreur qu'on a oubliée sur le tournage ou qu'on n'a pas pu résoudre en Entendu, post-prod. hein. Ok ? La couleur des yeux de Harry, dans les livres, ça répète qu'il a les yeux de sa mère. Et dans les livres, les yeux de sa mère sont verts. Mais ça n'est pas le cas dans le film. Ah vas-y, il n'y a aucun effort, il aurait pu porter des lentilles. sûr. Il a fait, mais il ne le supportait pas du tout. Ce plan-là de la dernière scène du film, c'est en fait la toute première tournée par le trio d'enfants et checker les yeux de Harry le pauvre. Si on observe bien, il a les yeux tout rouges. Et oui, l'anecdote est connue, mais c'est à cause de ses essais avec les lentilles. Mais pareil, dans le livre, Hermione elle est décrite comme ayant de grandes dents. Et ça n'est pas vraiment le cas d'Emma Watson. Alors ils ont essayé, ils lui ont fabriqué une prothèse, Teeth test. Teeth test. mais ça l'empêchait de prononcer correctement son texte. Donc on oublie la prothèse, sauf sur ce plan, dans cette même scène de fin. Voilà, bon, c'est des petites erreurs qui méritaient d'être dans cette vidéo, je trouve. Cette première question Ouais, que Rogue aussi. pose à Harry durant son premier cours de potion, c'est un message codé. Monsieur Potter, qu'est-ce que j'obtiens quand j'ajoute de la racine d'asphodèle en poudre à une infusion d'armoise? Et pour comprendre ce message, il faut parler le langage des fleurs. J'ai des notions en fleurs. L'asphodèle appartient à la famille des lys. Ok. Alors moi, c'est une Et fleur aussi. lys, ça se traduit en anglais par Lily. Lily, c'est quoi? Lily, c'est le prénom de la mère d'Harry, Lily Potter. Et cette Arrête. plante, dans l'Antiquité, elle était souvent utilisée pour fleurir les tombes des morts. Et quant à l'armoise, c'est le symbole de la fidélité et de la constance amoureuse. À sa façon, Rogue dit à Harry qu'il regrette la mort de Lily, qu'il aime toujours. Voilà, bon, il y a plusieurs interprétations, Putain. le langage des fleurs, c'est pas une science exacte, mais celle-ci, elle est bien stylée. Eh mais, Bien sûr, il reste encore En plein de anglais, ils disent détails quoi, cachés Lily dans l'école des sorciers. Moi, j'ai sélectionné celles que je préférais. Si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Évidemment, Harry Potter à l'école des sorciers rencontre un énorme succès. Sa suite, La Chambre des Secrets, arrive en salle l'année d'après, et c'est toujours Chris Columbus derrière la caméra. Ce deuxième épisode, c'est un peu comme un film Marvel. C'est le seul de toute la saga à avoir une scène post-générique. On va voir ça. Cette suite, elle est un cran plus sombre que le premier film. Ça se voit avec cette horrible boutique de magie noire, Barjow & Burke. ouais. Dans une vitrine de la boutique, vous pouvez Mais c'est voir trop le stylé. collier d'opale ensorcelé. C'est ce collier qui tuera presque Katy Bell, une élève de Gryffondor, dans Le Prince de Sang Mêlé. Alors le design a changé entre les films, mais c'est bien celui-ci. Quand on pense à la Chambre des Secrets, on pense forcément à la voiture volante, la célèbre Ford Anglia de la famille Weasley. Et on peut lire souvent sur internet que la créatrice de Harry Potter, elle a choisi ce modèle car c'était sa première voiture, alors que non, pas du tout. Elle s'est en vérité inspirée de la voiture d'un de ses amis de jeunesse, avec qui elle partait en road trip. C'est un souvenir important pour elle, tant que son ami ne devient pas un trans... Ah, ça c'est une autre histoire. Alors les amis Un et la quoi famille, c'est bien sûr deux thèmes importants dans la saga. Un transsexuel, non, c'est pas ça Bonjour Arthur. Et Chris Columbus, il continue de s'appuyer sur sa vraie famille dans cette suite. Là, c'est Isabella Columbus, une autre fille du réalisateur. Voilà, c'est elle qui est en train de bouquiner tranquille chez Fleury & Bott. Et plus tard, dans le film, on voit son fils, Brendan. Il est juste là parmi un groupe d'élèves qui dévisagent Harry. Ouais, Columbus, c'est un peu la famille Weasley, il a beaucoup d'enfants. Et il les aime beaucoup. Et c'est pour ça qu'il refusera de réaliser le 3e épisode, pour passer plus de temps avec eux. And I think that's important as well. You know, it's been 2.5 years since I've had dinner with my Ouais, family. là, c'est during the gagné de week, thunes, and I gros, je think- pense, avec les deux I premiers. owe it to them. ouais. Tant qu'on Bien. y est, continuons chez Fleury & Bott. C'est là qu'on peut voir Lucius Malfoy glisser le journal de Jedusor dans le chaudron de Ginny en même temps qu'il lui rend son livre. Alors c'est quand même obvious, mais ça se trouve, certains parmi vous ont raté ça. Pas de soucis, c'est pas Ouais, grave. je pense de qu'il y en a louper des plein. trucs. Même une production à plus de 100 millions, il rate des trucs, vous allez voir. Sur les tournages, on met souvent du gaffeur, du scotch par terre pour positionner les acteurs. Bon ben ce scotch, on peut le voir à l'écran là. Toujours chez Fleury & Bott quand Malfoy est sur sa mezzanine. Quand Harry se prend le mur en tentant de pénétrer la voie 9/3, on peut clairement voir que la chouette qui tombe est une fosse. Et enfin, ça là, elle est hyper populaire, mais vas-y, on s'en lasse pas. Il y a un cadreur dans le champ lors du cours de duel dans la grande salle. Juste là, regardez-le. Voilà, quelques Arrête. faux raccords qui peuvent vite lors du cours de duel. Enfin, ça là, elle est hyper populaire, mais vas-y, on s'en lasse pas. Sérieux?
Il y a un cadreur dans le champ lors du cours de duel dans la grande salle. Juste là, regardez-le. Voilà, quelques Mec, faux raccords qui j'ai peuvent vite jamais passer fait gaffe à inaperçus, ça. Hein. comme les détails cachés. Et là, on est sur les Mais parce que détails tu te cachés, mais focalises j'avais sur la une autre scène, idée faut de vraiment être format fou que je pour voulais faire sur la regarder, chaîne que j'ai jamais fait au les moments final, d'action sur comme les ça, les impros dans les extrémités. films, les impros devenus célèbres. Bah, dans Harry Potter, il y en a des très stylés, comme celle-ci. À ce moment-là, Tom Felton, il avait oublié son texte. Pourquoi tu portes des lunettes Pour lire. Tu sais lire, toi. Ce qui fait qu'il nous a improvisé cette réplique. Mais la meilleure dans ce domaine, c'est sans doute celle-ci. Monsieur Ouais. Potter sera toujours Ouais. là. Rassurez-vous, je serai là. La réponse de Harry à Lucius, elle a été complètement improvisée par Radcliffe. Et pour l'anecdote, ça a pas mal impressionné Jason Isaacs, qui joue Lucius. Et en vrai, il y a de quoi, parce que faire ça à 12 ans, c'est pas donné à tout le monde. Checkez comment Chris Columbus il est surpris après cette séquence. Pretty good, huh? Des acteurs talentueux et Oui, hyper gars, impliqués comme ça, il y en a plein dans la saga. Kenneth Branagh, qui joue Lockhart, il a été nommé 8 fois. Lui, il a une aux Oscars voix dans toute sa VF, carrière. sa VF en Tottenham Come. C'est lui là. 8 fois, c'est énorme. Il fallait bien ça pour jouer correctement un peureux pareil. Tellement peureux que même son tableau a décidé de prendre la fuite quand les choses commencent à chauffer pour lui. Juste là, son tableau est plein, et un peu plus tard dans le film, il est vide. Et c'est justement Lockhart qui aura l'honneur de la scène post-générique de la saga. La scène montre la sortie de son nouveau livre, Qui suis-je ? Lockhart, il a peut-être perdu la mémoire, mais pas le sens du business. Allez, vas-y, on termine la chambre des secrets avec un petit détail caché qui relie cet épisode de Harry Potter à Star Wars épisode 2, l'attaque des clones. En fait, dans la scène de Quidditch où Harry se fait poursuivre par le cognard ensorcelé, on peut entendre cette musique, extrait rapide. Voilà, stop. Et cette bande-son, elle a pas mal de similitudes avec une autre musique qu'on entend dans une autre scène de course-poursuite, celle du tout début de Star Wars, l'attaque des clones. Ok, on réécoute, ça c'est Harry Potter. Très bien, et ça c'est Star Wars. Voilà, alors c'est quoi le bail ? Sérieux. En fait, les deux musiques, elles ont été composées par John Williams. Et à cette époque, il était un peu sous l'eau parce qu'il bossait sur plusieurs gros films en même temps, comme La Chambre des Secrets, L'attaque des clones ou Arrête-moi si tu peux. Et sur La Chambre des Secrets, John Williams, il a pas mal délégué de taf à William Ross, un autre compositeur, et les deux ont fait ce qu'ils ont pu avec un timing ultra serré, ce qui explique cette petite ressemblance. Alors on l'a dit plus tôt, mais le réalisateur Chris Columbus arrête l'aventure Harry Potter ici. Il était fatigué, il veut s'occuper de sa famille, et on le comprend. Merci pour les travaux, Chris. Il passe maintenant le relais à Alfonso Cuarón qui réalisera Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Si vous regardez attentivement le générique de fin du prisonnier d'Azkaban, celui-ci qui prend la forme de la carte du maraudeur, bien caché à la toute fin, vous verrez des traces de pas dans une position un peu coquine. Et c'est pas le seul détail caché qui vaut le détour dans ce troisième volet. Des 8 films de la saga, un peu coquine. Et c'est pas le seul détail. Vous verrez des traces de pas dans une position un peu coquine. Et c'est pas le seul détail caché qui vaut le détour dans ce troisième volet. Des 8 films de la Ok. saga, c'est sûrement celui-là qui porte le plus la signature de son réalisateur, Alfonso Cuarón. Cuarón, il est mexicain et il rend hommage à son pays à l'écran. Quand Harry arrive à la confiserie Honey Ducks, on voit des friandises en forme de crâne et de squelette. Et on retrouve les mêmes dans la vraie vie, au Mexique justement, pendant la célébration de la fête des morts. C'est une fête nationale qui se déroule chaque année. Son idée à Cuarón, c'est de Ils ont un rapport avec s'approprier la le monde de mort. Harry Potter et pas d'en spécial, sortir hein. une adaptation un peu moins scolaire que les deux précédentes. Et ça se ressent dès l'affiche du film. Terminé les uniformes, maintenant on est en Ah ouais, tenue avec le bus décontractée. et tout, là. Observez un peu le look C'est que c'est de pas mal, Harry hein. et son regard déterminé, ça y est. Il a grandi, il est en confiance. Pour mieux s'approprier la saga, le réalisateur décide de faire péter pas mal de choses mises en place jusqu'ici, comme le bar Le Chaudron Baveur, qui ne ressemble plus vraiment à la version de Columbus. Et parmi les clients de ce bar, on peut voir Ian Brown, le chanteur du groupe de rock The Stone Roses, dont Daniel Radcliffe est fan. Il est en train de lire Une brève histoire du temps de Stephen Hawking, le célèbre astrophysicien décédé il y a quelques années. Et le temps, c'est justement un des concepts clés du film. Un joli détail caché. Depuis la sortie du prisonnier d'Azkaban, il y a une rumeur qui court comme quoi ce gars-là, qu'on peut voir au bar Les Trois Ballets, ça serait Alfonso Cuarón lui-même. Sauf que non, pas du tout, c'est Paul Keeve. C'est un célèbre illusionniste anglais qui était consultant sur le film. Un autre genre de caméo, on a Voldemort aussi. Et oui, il passe une petite tête à l'écran vite fait pour annoncer sa venue, juste là dans un tableau accroché à Poudlard. Alors ce J'ai détail-là, jamais il fait débat, gaffe à ces parce que détails. certains Ça, pensent c'est que les c'est détails, bien là. Voldemort, et d'autres pensent que c'est Nosferatu, le célèbre vampire. Voldemort, son retour, ça sera pour le film suivant. La vraie star du prisonnier d'Azkaban, c'est Sirius Black.
Quoi, c'est l'oncle Si vous d'Harry? voulez tuer Harry, il faudra nous tuer aussi. Non, une seule personne mourra cette nuit. Et ces tatouages, eh bien c'est Alfonso Cuarón lui-même qui les a dessinés en s'inspirant de symboles alchimiques et de tatouages de prisonniers russes pour inspirer la crainte et le respect. Le soin du détail, toujours, même si ça n'empêche pas quelques erreurs. Quand les détraqueurs arrivent dans le Poudlard Express, on voit une bouteille d'eau se geler. Alors ok, ça fait un plan stylé, mais il y a un problème. Sous cet état, le volume de l'eau est censé Éclate. augmenter. Alors que là, le volume de la glace, il n'augmente pas. Oui, oui, je suis chiant, d'accord, j'arrête. Mais quand même, pourquoi pendant le cours de soins aux créatures magiques, un coup Ron porte un livre et un coup non? Ah oui frérot, faut savoir, hein. Vas-y, ok, j'arrête. Mais quand même, on voit Buck faire caca au début du cours. Voilà, faites-en ce que vous voulez de ce détail. Et quand Harry et Hermione remontent le temps et vont sauver Buck, eh bien on peut remarquer une bosse dans le dos de Daniel Radcliffe. Et cette bosse, eh bien c'est le boîtier du micro. C'est bon, je m'arrête. Messieurs Ça, Lunard, Queue de Verre, Pâte Molle et Corne J'ai jamais Grue fait gaffe à ces sont détails-là, fiers gros. de vous présenter la carte du maraudeur. L'autre star du film, Ah, tu peux pas mettre c'est la pause carte du généralement. maraudeur. Donc, L'équipe s'en est servie pour passer des petits clins d'œil. Sur la carte, on voit des pas qui appartiennent à Newt Scamander. En VF, Norbert Dragono. C'est le célèbre magizoologiste, le personnage principal des spin-offs, Les Animaux Fantastiques. Ah oui. C'est pas le seul petit secret de la carte du maraudeur, mais accrochez-vous parce Pas que trop celle-là, fan elle de est un cette petit peu saga, c'est un technique. peu bizarre. L'un des créateurs de cette carte, c'est Lupin. Très bien. Le surnom de Lupin, c'est Lunard. Lunard en anglais, c'est Moony, avec un Y. Et sur cette carte, c'est écrit Moony, mais avec EY à la fin. Mooney, genre. Donc on ne parle pas de Moony Lupin, mais de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est Carl Mooney, EY. Et lui, c'est pas un sorcier, mais presque, c'est le directeur des effets spéciaux du film. Mais il y en a un meilleur de petits détails dans ce troisième volet. Quand Harry, Ron et Hermione arrivent dans le Poudlard Express, ils s'installent dans la cabine d'un professeur endormi. Ce professeur, c'est bien sûr Rémus Lupin. Et ce qu'on ne sait pas encore à ce moment-là du film, c'est que Rémus Lupin, c'est un loup-garou. Professeur Lupin. Par contre, ce qu'on sait déjà, c'est que la rentrée à Poudlard, c'est le 1er septembre. Alors, c'est écrit dans le premier livre. La temporalité, elle est jamais vraiment mentionnée dans les films. Mais on peut la déduire avec les infos qu'on a dans les livres. Genre avec l'année de la mort des parents de Harry qu'on voit sur leur pierre tombale. Ils sont morts en 1981, quand Harry avait 1 an. S'il avait 1 an en 1981, il avait donc 13 ans en 1993. Et vu qu'on est dans le 3e chapitre, il rentrait donc en 3e année. Si on croise ces infos, on comprend que ce jour de rentrée dans ce 3e film, c'est bien le 1er septembre 1993. Et maintenant, si on regarde le calendrier de l'époque sur Google, on remarque que la nuit précédente, c'était une nuit de pleine lune. Lupin s'est donc transformé la nuit d'avant, c'est pour ça qu'il est épuisé et qu'il dort dans le train. Le sens du détail, toujours. Sérieux? Passons à la Le coupe truc de de ouf. Pour ce 4e volet, Alfonso Cuarón passe le flambeau à Mike Newell. Mike Newell, il est connu pour avoir réalisé 4 mariages et un enterrement, et aussi Donnie Brasco. La Warner, elle trouve que c'est un bon profil pour remplacer Cuarón, parce qu'il a de l'expérience et qu'il est en partie britannique. Du coup, il peut avoir la bonne approche et les bonnes rêves pour raconter une histoire comme Harry Potter qui se passe au Royaume-Uni. Et à Skip, Newell, c'est un ami des animaux, parce que dans le générique, il prend soin de nous préciser que aucun dragon n'a été maltraité durant le tournage de ce film. Pas mal, petit détail. Bon, la coupe de feu, c'est un gros morceau à adapter. C'est le point de bascule de l'histoire, c'est dans celui-là que Voldemort revient. Donc voilà, grosse pression. Une pression qui n'empêche pas Mike Newell de continuer la tradition des détails cachés. Et ça commence dès le générique, où on peut voir le reflet de Nagini, le fidèle serpent de Voldemort, qui est en réalité une femme, qui se balade sur le logo Warner. Bon, il est visible celui-là, facile. Où ça? Le logo Warner. Bon, il est visible celui-là, facile. En réalité, une femme qui se balade sur le logo Warner. Ah Bon, il est ouais, visible, celui-là, ah oui, facile. mais... Ouais, il faut le voir. Hein. Dans cette séquence, la voix dans la radio que vous entendez, c'est Mike Newell lui-même qui vient nous faire un petit caméo vocal. So this is not the conventional thing where the director sits up on the chair and says, "You are going to do it like this." Et à la radio, ce qui passait à l'époque, c'est la Macarena. Si vous regardez bien la danse que font les élèves de Beauxbatons juste avant la 3e tâche, c'est bien la chorégraphie de la Macarena. Et le vrai détail caché, c'est qu'au niveau de la temporalité, ça colle, puisque la chanson est sortie en 1993 et l'action du film se déroule durant l'année scolaire 94-95. Niveau musique, on a aussi les Bizarre Sisters, ou Weird Sisters en VO, qui viennent jouer en live au château pour le bal de Noël. Alors on sait que c'est eux parce que c'est dit dans les livres, mais pas dans le film, et il y a une raison à ça.
Les Weird Sisters, avec EI à l'intérieur de Weird, ça c'est le groupe imaginaire d'un Harry Potter. Mais les Weird Sisters, avec un Y cette fois, c'est un vrai groupe de musique folk canadien qui se prononce pareil. Et ce vrai groupe, il n'a pas voulu que la Warner utilise son nom dans le film, ce qui a d'ailleurs donné lieu à un procès. Warner a gagné, mais a quand même préféré qu'on n'entende pas le nom dans le film, justement à cause de cette bataille juridique. Please welcome the band that needs no introduction. Et pour pousser le réalisme jusqu'au bout, le groupe que vous voyez à l'écran pendant le bal de Noël, il est composé de vrais musiciens. Les plus connus, c'est les membres de Radiohead. Juste ici, c'est le guitariste Johnny Greenwood, et là, le batteur Phil Selway. Cacher des indices sur la suite de l'intrigue, c'est un truc que les réalisateurs aiment bien faire, on l'a vu tout à l'heure. C'est aussi le cas dans ce chapitre. Le faux Maugrey, le prof de défense contre les forces du mal, donne un livre à Neville. Tu crois que Neville Londubat, ce prodige de sottise, t'aurait procuré de la branchiflore si je lui avais pas donné le livre dans lequel elle est écrite? Ce livre, c'est pas n'importe lequel. C'est à l'intérieur qu'il trouve la solution de la branchiflore pour aider Harry à respirer sous l'eau pour la deuxième tâche. Et ce livre, on le voit en train de le lire pendant la scène où tous les élèves tentent leur chance en jetant leur nom dans la coupe de feu. Dans la coupe de feu, on est encore loin de la fin des aventures de Harry et pourtant il y a déjà les reliques de la mort dans le film. Le livre Les reliques de la mort, il sort 2 ans après l'adaptation de la coupe de feu. Et pourtant ces reliques de la mort, elles sont déjà là. Enfin presque. Tu sais, Harry, j'ai cherché quelque chose, un petit détail. Dans le bureau de Dumbledore, quand il se plaint de toujours manquer des petits détails, son regard se pose sur un objet bizarre dans sa vitrine. Un triangle, une baguette, une boule, vas-y, ça ressemble un peu trop aux reliques de la mort. Et vraiment, à l'époque du film, on ne sait pas qu'elles existent ces reliques. Alors ça n'a jamais été confirmé, mais si c'est un hasard, ça reste quand même très gros. Et le design des Mange-Morts, c'est pas un hasard non plus. Il est inspiré des membres du Ku Klux Klan. C'est une organisation terroriste de suprémacistes blancs américains, eux aussi obsédés par l'idée d'une soi-disant pureté du sang. Checker les capuches en pointe, c'est les mêmes. Et les Mange-Morts y partagent aussi le goût de la violence des membres du Ku Klux Klan. Là, on peut voir un fidèle de Voldemort qui applaudit quand Harry se fait torturer dans le cimetière. Si vous avez été ultra attentif, vous aurez peut-être remarqué que le chiffre 7 est présent de partout dans la saga. 7 tomes, la scolarité d'un élève de Poudlard se fait en 7 ans, 7 enfants Weasley, Voldemort a créé 7 Horcruxes, et pour en revenir à ce 4e film, il y a 7 verrous sur la malle dans laquelle le vrai Maugrey est enfermé. On retrouve aussi 7 pierres sur le rebord de la fenêtre de la chambre du jeune Voldemort dans Le Prince de Sang Mêlé. C'est pas un hasard, le chiffre 7 il est considéré comme spécial, presque magique, dans l'histoire de l'humanité pour plein de raisons, comme les 7 jours de la création dans la Bible ou les 7 merveilles du monde. En vérité, c'est une sorte de chiffre synonyme de perfection. Allez, maintenant un petit dernier, mon préféré. Quand la troupe arrive sur le camping pour voir la finale de la Coupe du Monde de Quidditch, on peut y apercevoir 2 elfes, dont un qui ressemble quand même pas mal à Dobby. La suite de la Coupe de Feu, c'est Harry Potter et l'Ordre du Phénix, et cette fois, c'est David Yates qu'on retrouve. Imagine, ils auraient chillé pendant la coupe et et David, tout. Là. on peut le voir juste là, dans un portrait sur un mur de l'école à la toute fin fin du du genre film. en mode David, visite, à l'époque, il est pas très street connu food à et tout. l'international. Il bosse surtout pour la télévision anglaise. La Warner choisit de lui confier l'Ordre du Phénix parce qu'il a pas mal d'expérience avec les histoires sombres et matures. Et ça tombe bien parce que c'est le chemin que prend définitivement la saga avec l'Ordre du Phénix. Plus sombre et plus mature, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'amuser avec les détails cachés. Comme celui-ci dans le livre, Dudley est décrit comme un champion de boxe junior. Et ça se confirme aussi dans le film. Là, on peut voir vite fait une photo de Dudley avec des gants de boxe. Harry Potter, c'est la somme d'une multitude d'inspirations différentes pour construire un univers riche et cohérent. C'est donc pas étonnant qu'on retrouve aussi un peu d'astronomie pour fabriquer les personnages et ça se remarque en particulier aux 12 Square Grimoire. Regardez bien l'arbre généalogique de la famille Black. Sirius, déjà, c'est le nom de l'étoile principale de la constellation du Grand Chien. Et le chien, c'est la forme animale que prend Sirius quand il se transforme. Et pareil pour Bellatrix. C'est le nom d'une étoile de la constellation d'Orion, qui signifie la guerrière. Ce ne sont pas les seuls membres de la famille Black qui ont des noms qui font référence à des étoiles, c'est très courant dans la famille. Si on observe bien l'arbre généalogique, on peut voir aussi Cygnus, pour la constellation du Cygne, Andromeda, pour la constellation d'Andromède, ou encore Cassiopée, pour la constellation de Cassiopée. Et toujours sur cette tapisserie, on peut voir une sirène, et beaucoup pensent que c'est l'ancien logo de Starbucks. Alors non, c'est pas un placement de produit, c'est pas le logo de Starbucks. En vérité, c'est juste une sirène. Comme pour le logo de Starbucks, oui, mais c'est juste un hasard. Et au rayon des nouveaux venus de ce 5e épisode, on a évidemment l'horrible Dolores Ombrage, la nouvelle prof de défense contre les forces du mal.
Et si vous faites attention full au semelle. ton rose de ses vêtements, eh bien vous verrez qu'il devient de plus en plus sombre au fil du film, en même temps que sa mauvaise nature se dévoile. Dans ce film, il y a aussi une nouvelle tête, Luna Lovegood, une élève de Serre d'Aigle jouée par Evanna Lynch. Et il se trouve que c'est l'actrice elle-même qui a fabriqué les boucles d'oreilles en forme de radis que porte son personnage. So you make your little radishes, and they were so much more beautiful than ours, so we kept yours, and you make your ring as well. Voilà, petite anecdote. Et pour terminer sur le Accent look en français. général, eh bien il y a du changement pour celui des mange-morts. C'est terminé les capuches façon Ku Klux Klan parce que, d'après Janet et Mime, la personne en charge des costumes sur le film, elles étaient trop difficiles à cadrer correctement dans les plans. Mais c'est pas grave, pas de problème, on les reconnaît quand même, contrairement à Ginny sur l'affiche du film. Wesh, c'est quoi cette tête? Ça ne ressemble pas du tout à Bonnie Wright, l'actrice qui joue Ginny. Frérot, on dirait une IA pas chère le truc. Ce 5e film, il échappe pas à la règle, il comporte lui aussi quelques petites erreurs, on s'en met quelques-unes. Au début du film, les motifs du short de Dudley changent entre les scènes de l'aire de jeu et la scène du tunnel. Et en vrai, c'est bizarre vu que les deux scènes se suivent, donc c'est vraiment censé être le même short. Mais là, c'est pas le cas. Pour revenir sur la tapisserie de la famille Black, on voit clairement la tête de Bellatrix à droite de la partie brûlée. Là, voilà. Et sur le plan d'après, la tête de Bellatrix n'est plus visible. Pour finir avec l'ordre du Phénix, on a un petit clin d'œil à Disney. Disney, un de leurs classiques du début des années 50, c'est Peter Pan. Dans le dessin animé, on a Wendy qui demande « Comment se rend-on au pays imaginaire ?» Et Peter Pan qui répond « En volant, bien sûr ». Mais Peter, comment est-ce qu'on va là-bas? En volant, bien sûr. En volant? Eh bien, c'est la même réponse que donne Luna à Harry quand il se demande comment l'équipe va pouvoir rejoindre Londres pour sauver Sirius à la fin du film. Alors, comment on va se rendre à Londres? Ah oui. En volant, bien sûr. Londres, c'est aussi la ville qu'on va retrouver dans l'épisode suivant, Harry Potter et le prince de sang mêlé. Pour ce 6e volet, c'est toujours David Yates derrière la caméra. Et il le restera jusqu'à la fin vu qu'il réalisera aussi les 2 parties des Reliques de la Mort. Et c'est aussi lui qui s'occupera des 3 spin-offs, les Animaux C'est Fantastiques. fou toutes les rêves. L'intro Animaux Fantastiques, du c'est prince pas de fou, sang hein. mêlé, elle est à part dans la saga. Faudrait C'est qu'il la fasse la même, première fois mais qu'on même peut voir la même vidéo sur les Animaux conséquences Fantastiques, du les retour 3. de Voldemort sur le monde des Moldus. Ça et me notamment donne avec cette scène ça de va me l'attaque redonner du envie de les pont revoir. à Londres. Ce que j'ai dit, mais il y a un peu de sens avec Harry Potter, c'est des petits rapprochements et tout, mais c'est très loin, ça se passe je sais pas combien d'années avant, tu vois. David Yates, il voulait rendre plus réelle la menace des forces du mal à l'écran, et il s'est permis donc de rajouter cette scène absente des bouquins. Et c'est pas la seule qu'il rajoute, c'est aussi le cas de l'attaque de la maison des Weasley au milieu du film. Il y a juste un petit problème avec la scène du pont. Le film est censé se dérouler durant l'année scolaire 96-97. Mais le pont que vous voyez là, il se fait détruire par les Mange-Morts au début du film. Ce pont, c'est le Millennium Bridge de Londres. Et le truc, c'est qu'il a été inauguré en juin 2000. Il ne devrait donc pas exister à l'époque où se déroule l'intrigue du film. Ouais, ils se sont foirés sur ce détail. Par contre, celui-ci, il est plutôt réussi. Quand Harry accompagne Dumbledore pour tenter de convaincre le professeur Slughorn, qui est à la retraite, de revenir enseigner à Poudlard, Slughorn veut leur faire croire qu'il a été enlevé. Mais en fait, il est bien là. Il s'est juste transformé en fauteuil. La barbe de Merlin! Il est inutile de me défigurer, Albus. Eh bien, je dois reconnaître que tu fais un fauteuil très convaincant. C'est malin, et si on regarde bien, on peut voir que le professeur a oublié de transformer un petit détail, ses chaussons. Et c'est pas le seul petit détail cool à propos de Slughorn, puisque sa baguette se termine en corne de limace. Et limace, ça se dit slug en anglais. Et corne, ça se dit horn. Slug, horn. Donc sa baguette est une jolie petite référence à son nom. Avec le prince de sang mêlé, on approche de la fin et il faut mettre en place les derniers éléments qui manquent encore à l'intrigue pour se conclure. C'est le bon moment pour introduire les Horcruxes, ces objets maléfiques qui permettent à Voldemort d'être immortel. Ça s'appelle, si j'ai bien compris, un Horcrux. Voldemort, ces Horcruxes, ils ont tous une signification spéciale pour lui. Et ces Horcruxes, ils sont cachés. Et il y en a un ici, dans une grotte de cette falaise. Cet endroit, on l'a déjà vu avant, dans les flashbacks sur la jeunesse de Voldemort à l'orphelinat. C'est moi pourrait créer une saga comme ça, mais dans un autre univers, tu vois, Cette photo, c'est la magique ou preuve quoi, que mais cet endroit a une importance je sais particulière pour lui. Ah, et aussi, si vous trouvez que l'acteur qui joue le jeune Voldemort dans ce flashback ressemble vraiment au Voldemort adulte, eh bien c'est normal. Ce jeune acteur, c'est Hero Fiennes Stephen, et il se trouve que c'est le neveu de Ralph Fiennes, l'acteur qui joue Voldemort adulte. Voilà, c'est cool, ils sont de la même famille. Et comme on approche de la fin de la saga, le film veut nous rendre un peu nostalgiques en faisant des clins d'œil au précédent volet. Dans la coupe de feu, Harry affronte un dragon, un magyar à pointe. On le retrouve dans Gagné. le prince de sang mêlé en version miniature devant la boutique de Fred et George en Ah train oui, de là. cuire des châtaignes. Quand Harry se rend avec Ginny dans la salle sur demande,
Là, juste ici, il y a la harpe qui a servi à endormir Touffu dans le premier épisode. Et il y a aussi la reine des échecs géants, elle aussi présente dans le premier épisode. Ce 6e film, c'est aussi l'occasion de changer d'actrice pour jouer Lavanda Brown, une élève de Gryffondor qui tombe amoureuse de Ron. Dans La Chambre des Secrets, c'était elle, Kathleen Coley, qui jouait Lavanda. Dans Le Prisonnier d'Azkaban, c'était l'actrice Jennifer Smith. Et cette fois, dans ce 6e film, eh bien c'est Jessie Cave qui a le rôle. En fait, vu que le rôle de Lavanda Brown est plus important dans ce film que dans les autres, eh bien la Warner a choisi Jessie Cave pour avoir une actrice plus expérimentée à l'écran. Ne t'inquiète pas, Ronron. Je suis là. Et j'espère bien que c'est la vraie raison, hein. En tout cas, c'est celle que j'ai trouvée. Des changements d'acteurs dans Harry Potter, il y en a déjà eu. Dans les 2 premiers, Dumbledore, il est joué par Richard Harris, et à sa mort, il est remplacé par Michael Gambon, Il est décédé, du prisonnier d'Azkaban. Mais en vrai, là, 3 actrices pour un seul rôle, c'est Lavanda qui a le record. C'est Spider-Man, quoi. Et comme d'habitude, ce 6e film, il comporte aussi quelques erreurs. Pendant la réunion du club de Slughorn, Hermione explique que ses parents sont dentistes, et au vu de la réaction des autres sorciers autour de la table, on a le sentiment que le métier de dentiste n'existe pas chez les sorciers. Mes parents sont dentistes. Ils soignent les dents des gens. Oh, fascinant. Mais dans le 2e film sur l'horloge de la famille Weasley, on voit pourtant une case chez le dentiste. Voilà, c'est une petite incohérence, mais ça arrive. On approche de la fin avec ce 6e film, et c'est peut-être pour ça que le fils d'Harry fait déjà une apparition avant l'heure. Enfin, c'est plutôt l'acteur Arthur Bowen qu'on peut voir ici jouer un figurant sur le chemin de traverse. Ce figurant, c'est le même acteur qui jouera le fils de Harry dans la conclusion de la saga à la fin du tout dernier film. On va en parler parce qu'on attaque les reliques de la mort. Pour bien marquer le coup, pour la première fois de la saga, on n'entend pas le thème principal lors de l'ouverture. Et il n'y a pas que la musique qui est absente. Les Reliques de la Mort, première partie, c'est aussi le seul film de la saga où Poudlard n'apparaît pas du tout, pas une seule fois. Dès le début, c'est une ambiance lourde. Ce sont des heures sombres, c'est indéniable. Ouais. Notre monde n'a sans doute jamais connu de plus grande menace que celle-ci. On voit nos héros préoccupés chacun de leur côté, bien conscients de la tâche immense qui les attend et de tout ce qu'ils vont devoir laisser derrière eux. Hermione, par exemple, c'est ses parents qu'elle laisse derrière elle. Dans le livre, elle les envoie en Australie pour les mettre en sécurité. Alors c'est pas clairement dit dans le film, mais il en reste une trace quand même. Pendant qu'ils regardent la télé, on peut entendre ses parents évoquer l'Australie. C'est sur l'Australie, ça? Ça a l'air magnifique. Harry Potter, ça restera en tout cas une histoire de famille jusqu'au bout. Bill Weasley, joué ici par Donald Gleeson, c'est le fils de Brendan Gleeson, l'acteur qui joue Maugrey Folleuil. À la fin du film, on voit aussi la femme de Drago, jouée par la vraie petite amie de Tom Felton. En tout cas, c'était sa copine à l'époque du tournage. Mais on parlera de la conclusion plus tard, il y a encore beaucoup de choses à dire dessus. Avant ça, il y a le moment où Ron quitte le groupe après une dispute. Et un détail nous montre que Hermione était sûre qu'il allait revenir. Elle laisse une écharpe autour d'un arbre pour lui faire comprendre qu'ils sont partis si jamais il essaie de les retrouver. Et c'est la même écharpe qu'on retrouve un peu plus tard au cou de Scabior, le mange-mort, qui la porte comme un trophée. C'est pas la seule fois où une écharpe aura une signification spéciale. Prenez la mort de Rogue dans la partie 2. Il y a une écharpe Gryffondor accrochée au mur juste derrière lui. Là pour le coup ça symbolise le courage et la loyauté, des caractéristiques de la maison Gryffondor dont il a fait preuve jusqu'au bout. Un courage qui se remarque encore un peu plus tôt si on fait bien attention, comme là lorsqu'il se bat contre McGonagall. Remarquez qu'il prend le temps de désarmer les mange-morts derrière lui avant de s'échapper par la fenêtre. Comme dans le 6e film, David Yates veut nous rendre nostalgiques pendant la bataille de Poudlard, on a une scène qui prend la forme d'une compilation des grands ennemis de la saga. Le trio tombe sur un géant qui rappelle le troll des cachots du premier épisode. Du premier, ouais. Et puis il y a les acromantules qui arrivent et qui rappellent la chambre des secrets. Ensuite, il tombe sur Greyback, le loup-garou, clin d'œil aux prisonniers d'Azkaban. Et c'est pareil pour les détraqueurs, tout ça pour aller. Les traqueurs qui sont dans l'hôpital là, pas dans le. Ils sont tous ensemble au bout du chemin, confinés on a le tout. duel final Harry Potter contre Voldemort. Et à chaque fois qu'un Horcrux est détruit, Voldemort devient de plus en plus fragile. Et ça se remarque sur sa robe qui se délave de plus en plus et aussi sur son visage. Ah ouais, c'est une saga de malade Harry Potter. Je pense que c'est l'une des meilleures qui existait. Hein. Dans la conclusion, pour bien boucler la boucle, on voit cette petite choco-grenouille se balader sur la vitre du Poudlard Express.
Exactement comme lors du premier voyage de Harry des années plus tôt. Regarde. Elle saute. Et preuve que Harry passe définitivement le flambeau, c'est le seul film de toute la saga où Harry Potter ne prononce pas la dernière réplique. Je ne rentre pas chez moi. Pas vraiment. Poudlard ne peut se passer de vous, Hagrid. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Harry, toi tu m'écriras. Oui, chaque semaine. Nous avons une force que Voldemort n'a pas. Ah oui? Celle qui mérite toutes les batailles. Les trois, ils sont restés acteurs en vrai. J'avais jamais remarqué combien cet endroit était beau. Ça reste des gros acteurs et tout. Je veux l'enterrer. Comme il faut. Sans la magie. Cette fois-ci, l'honneur revient à son fils. Prêt? Prêt. Aussi, on n'a pas fini d'entendre parler de Harry Potter puisque HBO a annoncé la mise en route d'une toute nouvelle série centrée sur les livres. Pour les nouveaux, moi je m'appelle Sofiane, ici on parle de cinéma, alors si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, bien sûr il y a encore plein d'autres détails cachés qui sont dans cette saga, c'est une grande saga, donc il y a évidemment d'autres secrets. Si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très vite les tigres. Ciao. Incroyable. Ah mais Sofiane c'est Sofiane, hein, la vidéo. Moi j'aimerais juste que J.K. Rowling sorte une nouvelle saga quoi, simplement.